Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Cappi, sou professor de criminologia na Universidade do Estado da Bahia e também membro organizador desta conferência. Tenho o prazer de coordenar e mediar esta mesa redonda, cujo título é A mediação está adaptada às transformações sociais? Aliás, meu papel nessa conferência é o de coordenar as 3 mesas redondas para propor para vocês, no final, uma devolução, uma síntese, uma pequena análise daquilo que apareceu como mais importante nesse nosso evento. A proposta nesta mesa redonda de hoje é de observar a mediação, seus princípios, suas formas de operacionalização, diante das profundas mudanças e conflitualidades que atravessam a sociedade contemporânea. De diversas maneiras, como, por exemplo, as desigualdades crescentes, as discriminações de raça e gênero, a radicalização de manifestações violentas. E, diante dessas situações, podemos nos perguntar: a mediação ainda é apropriada para lidar com essa agudização dos conflitos? Ela precisa ser reconfigurada, substituída? Ela é transformada ou tem o poder de transformar o atravessamento, o enfrentamento desses conflitos? Para tentar responder essas perguntas, contamos com a participação de Sandrine Lefranc, Ivani Oliveira e Yves Cartevels, que vou apresentar à medida que eles forem falando, a quem agradeço muito a disponibilidade e o entusiasmo diante de nosso convite. Então, só lembrando o funcionamento das mesas redondas, bonjour Sandrine, haverá primeiro uma exposição inicial de no máximo 15 minutos por parte de cada palestrante. Em seguida, formularei algumas questões para alimentar a reflexão. Enfim, será aberta a possibilidade de o público dirigir perguntas às pessoas convidadas. Lembro a necessidade de falarmos devagar para facilitar o trabalho da equipe de tradução, a quem agradeço pela colaboração. Então, vamos começar as intervenções com Sandrine Lefranc. Aproveito para cumprimentar Ivani Oliveira e Yves Cartevels. Sandrine é cientista política, vou resumir o currículo, obviamente, atua no Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, é professora na Universidade de Paris 1 e realiza pesquisas sobre diferentes formas de justiça. Justiça de transição, justiça criminal, justiça restaurativas, com várias publicações sobre o tema. Sandrine Lefranc nos propõe uma intervenção a partir de uma importante pergunta. Quais justiças após as violências em massas, trabalhando com o processo dos atentados de 13 de novembro de 2005 em Paris, que conhecemos? Por favor, Sandrine, boa tarde de novo. A palavra é com a senhora. Merci beaucoup Ricardo et merci infiniment aux organisatrices et aux organisateurs de cet événement de me permettre de partager avec vous un questionnement assez frais et très ouvert, né d'une expérience de recherche récente que Ricardo vient d'évoquer, recherche dans l'observation du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui est souvent appelé à l'étranger procès des attentats du Bataclan, même si d'autres lieux étaient concernés. La question que je veux partager avec vous, une question qui est une question de citoyenne autant que de scientifique, c'est la suivante: quelle justice est susceptible de répondre à des violences de masse lorsque ces violences de masse surgissent dans des démocraties assez pacifiées? Je vais, pour ce faire, utiliser un terme qui n'a pas été utilisé par les précédents intervenants. Plutôt que médiation, il me semble qu'il faut parler ici de justice restaurative. En tout cas, c'est le terme qu'utilisent les acteurs des procès que j'ai observés.
Je veux donc partager avec vous quelques observations encore assez provisoires, issues de cette observation du procès qui s'est tenu tout récemment à Paris, entre septembre 2021 et juillet 2022, contre 20 personnes, 20 hommes accusés pour les divers attentats du 13 novembre 2015. Alors, comme le montrent les slides 2 et 3, c'est un procès exceptionnel, hein. C'est un procès historique, d'abord au sens propre de procès filmé pour les archives nationales. Il sera consultable dans 50 ans par tous les citoyens. C'est un procès avec un nombre d'accusés tout à fait important, 20 hommes, certains absents, 20 hommes avec des niveaux de responsabilité très différents. C'est plus d'1 million de pages de dossiers connus sur le bout des doigts par les membres de la Cour pénale. C'est aussi plus de 2700 victimes parties civiles représentées par 400 avocats. Et parmi elles, plus de 400 personnes sont venues témoigner devant la cour d'assises, avec d'autres témoins importants, et par exemple un ancien président de la République. Ce procès s'est déroulé sur une durée exceptionnelle de 9 mois, dans une salle immense, construite spécialement à cette fin pour accueillir plus de 2000 personnes. Et de quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait de rendre compte d'un événement de très grande ampleur, d'une violence de masse qui a frappé la démocratie française en plusieurs lieux de la capitale parisienne. 130 morts, 413 blessés qui ont été hospitalisés dans les jours qui ont suivi et 4000 personnes touchées de près ou de loin, impliquées par ces attentats. Dans le slide suivant, je partage avec vous ma question. À quelle forme de justice en acte a donné lieu ce procès des attentats du 13 novembre 2015 et plus spécifiquement, la réponse pénale sévère qui a été faite a-t-elle laissé la place à autre chose qu'à une justice rétributive? Constat sur le slide suivant, constat d'un paradoxe, c'est bien un procès très répressif qui a eu lieu. Les attentats terroristes font en France l'objet d'une justice répressive qui est professionnalisée, spécialisée, qui s'appuie sur des incriminations ad hoc élargies, l'association de malfaiteurs terroristes, pour saisir des implications d'intensité très variable. C'est une justice aussi dont les verdicts sont sévères et de plus en plus sévères, et je ne citerai que je ne Je ne vous entends plus, voilà. Excusez-moi. C'est une justice dont les verdicts sont sévères, avec une peine de perpétuité réelle pour l'un des accusés de l'attentat du 13 novembre 2015. Une justice dure, donc, et encore durcie par l'enjeu politique important. Il s'agissait, lors de ce procès, de critiquer l'action de l'État, du point de vue de la prévention des attentats comme de la gestion de ces attentats, avec un très grand nombre de victimes et un état de sidération et de bouleversement national. Justice sévère, donc, et pourtant, au cours des 9 mois du procès, c'est une forme de justice qualifiée explicitement de restaurative par les acteurs du procès qui a cohabité avec cette justice répressive. Justice restaurative d'abord parce que la Cour pénale a fait une grande place aux victimes. On les a écoutées longuement. Je vous ai dit que 400 personnes, 475 personnes étaient venues raconter à la barre leurs souffrances et ou rendre hommage à leurs proches disparus. Mais au-delà de cette place centrale des victimes, ce qui a été frappant dans ce procès, c'est l'insistance de certaines de ces victimes pour essayer d'esquisser une justice qui ne soit pas seulement une justice rétributive. Des représentants de très nombreuses parties civiles ont pris position en ce sens. L'un des leaders d'une association de victimes a d'ailleurs engagé 2 initiatives qui sont en cours aujourd'hui après le procès pour aller dialoguer avec les familles des terroristes, voire avec les terroristes eux-mêmes, en Belgique et en France. Et dans leur déposition même, dans leur témoignage même, de nombreuses parties civiles ont aussi esquissé, sinon une démarche de dialogue avec les accusés, en tout cas pointer et rappeler leur sentiment de proximité avec ces accusés. Rappeler, par exemple, je cite un rescapé parmi les otages du Bataclan, celui que vous voyez dessiné à l'écran, il disait la chose suivante: le terroriste s'adresse à nous comme un pote, il décrit ce qui se passe au Bataclan, je viens de banlieue, on aurait pu jouer au foot ensemble. Et donc les victimes ont à cette occasion redécouvert en face d'eux des accusés qui, au fond, leur ressemblaient davantage qu'ils ne s'y attendaient. On a vu aussi, et de plus en plus au cours de ces 9 mois de procès, des parties civiles, des victimes allaient discuter avec les 3 accusés qui étaient en contrôle judiciaire et donc libres de leur mouvement. Qu'est-ce qu'on fait de ce constat curieux de la cohabitation entre une justice très sévère
et une justice donnée pour restaurative. Est-ce qu'on doit déduire de cette cohabitation une usure de la justice pénale et une montée en puissance d'une forme de justice restaurative dont je rappellerai qu'elle est devenue en France depuis 2014 un droit des auteurs et des victimes parallèlement à la procédure judiciaire? Alors, je suis sociologue, politiste, et donc portée un peu trop ardemment vers la critique. Ce que je constate, c'est que cette esquisse de justice restaurative a souvent donné lieu à une forme moindre qui était davantage, elle, centrée sur la thérapie individuelle. Je vous l'ai dit, 475 dépositions ont été faites, qui ont rompu avec la procédure pénale ordinaire, en lieu et place de la justice froide et neutre. On a vu des effusions d'émotions, on a vu un président de la Cour pénale donner une large place à la parole de ses victimes, on a autorisé la projection de photos des morts, on a beaucoup parlé de traumatisme, on a beaucoup parlé des restes, des difficultés que pouvaient avoir ces victimes à vivre leur vie actuelle quelques années après les attentats. On aurait tort, je pense, de voir dans cette effusion des émotions l'esprit de la médiation ou de la justice restaurative. Si la justice restaurative tend vers le dialogue et l'empathie réciproque, c'est davantage, à mon sens, un exercice thérapeutique qui a été organisé lors de ce procès. Les victimes ont parlé, mais elles ont parlé d'abord d'elles-mêmes, elles ont parlé de leur perte, elles ont parlé de leur traumatisme, et c'est d'ailleurs un langage médical, psychologique, qui l'a emporté et qui a pris la place, qui a dominé cet effort de dialogue, cet effort d'organisation d'un dialogue collectif et restauratif avec les accusés ou avec le monde social d'où venaient ces accusés. Il me semble que cette transformation d'un effort de justice restaurative en justice plus thérapeutique est le débouché le plus fréquent de ces justices qui entendent s'attaquer aux violences de masse. Et je pourrais ici vous décrire de précédents travaux sur la commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud, où l'on voyait la même forme d'impasse et la même individualisation, et la même logique thérapeutique l'emporter. Slide 7, il existe, me semble-t-il, une deuxième raison de ne pas s'enthousiasmer trop vite. La demande de justice restaurative exprimée par les victimes des attentats doit être réinscrite dans son contexte social. Alors, je l'ai dit, et c'est une découverte intéressante, les parties civiles ont souvent exprimé un étonnement. Elles ont découvert ou redécouvert à l'occasion du procès que beaucoup des accusés, qui étaient souvent français et belges, franco- et belgo-marocains notamment, leur ressemblaient davantage qu'elles ne s'y attendaient. Alors que les médias décrivaient largement des monstres, alors que les acteurs judiciaires référaient les terroristes à une foi religieuse absolutiste en parlant de radicalisation, les parties civiles ont redécouvert et ont dit avoir redécouvert de jeunes hommes parlant leur langue, partageant une large part de leur mode de vie, le plaisir, la musique, l'alcool, mais aussi des hommes hésitants plutôt que des radicaux très organisés, déterminés, décidés à tuer. Ça s'explique pas seulement par une forme de redécouverte humaniste, ça s'explique aussi par les caractéristiques sociales spécifiques des victimes et des proches des victimes. Alors, je ne vais pas développer longuement cet aspect-là, mais il faut savoir que les victimes des attentats du 13 novembre 2015, ce sont des victimes appartenant à un groupe social très particulier, plutôt plus à gauche que la moyenne de la population française, plus diplômée, plus portée à la critique de l'État aussi, et donc une population qui a entretenu un rapport un peu particulier à ces accusés, en estimant que ces accusés leur ressemblaient beaucoup, mais une population aussi soucieuse de rappeler ses valeurs propres, valeurs de laïcité, valeurs de tolérance, en souhaitant récuser ou nuancer cette explication par la monstruosité ou cette explication étroitement religieuse de l'acte terroriste dont elle avait été victime. Dans ce procès où ces personnes ont fait l'expérience d'une confrontation physique directe avec les accusés, ceux-ci, ces accusés, leur sont apparus moins comme des ennemis intérieurs que comme des individus qui leur ressemblaient, mais qu'ils auraient échoué eux-mêmes, souvent enseignants, souvent issus des professions culturelles, à éduquer et à intégrer. Alors on pourrait pointer, si on était très critique, l'aspect un peu paternaliste de ce rapport aux accusés, et néanmoins, c'est une chose intéressante, mais c'est une chose qui concerne ce groupe social particulier, qui a peu de chances sans doute d'être entendu par une population française aux caractéristiques sociales
autres, moins confiante dans l'État éducateur et nettement plus favorable à la sévérité pénale. Donc il s'est bien passé quelque chose lors de ce procès qui tendait vers une forme de justice restaurative, mais qui n'a pas eu la chance de sortir réellement de l'enceinte de la cour d'assises. Je vais, slide final, conclure de manière positive dans la mesure du possible. Même les scènes judiciaires où sont réprimées les violences de masse, ces violences qui sidèrent, hein, même ces scènes judiciaires s'ouvrent à des questionnements restauratifs, à des interrogations sur la possibilité d'une médiation plutôt que d'une justice rétributive. Ces scènes de justice sont aussi des lieux d'interrogation, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer aussi en vous rappelant ces caractéristiques des parties civiles. Ce sont aussi des scènes où on s'interroge sur les inégalités sociales, où on propose de la prévention plutôt que de la répression. Et de ce point de vue, la justice restaurative, je réponds ou je tente de répondre à la question de cette table ronde, a quelque chose à dire sur ces violences qui opposent des familiers, des concitoyens, que la justice pénale, elle, ne peut pas dire. Ceux, pas si nombreux, qui ont suivi le procès dans les médias retiendront les saillies d'un seul accusé, Salah Abdeslam, et le verdict sévère fondé sur l'hypothèse de la radicalisation, davantage, peut-être hélas, que ces doutes exprimés par les victimes confrontées à la banalité des accusés et à leur familiarité avec ces accusés. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sandrine, pour cet exposé qui, à mon avis, touche des questions vraiment importantes.